Merci, Monsieur le Président, de ces propos de bienvenue. C'est un très grand honneur pour moi, mais c'est d'abord un grand plaisir de se participer à ce 16e colloque d'une commission dont, vous venez de le dire, j'ai eu l'honneur de faire partie il y a de cela quelques années, mais pas suffisamment longtemps non plus pour ne pas avoir eu le plaisir de travailler avec vous à cette occasion. Cette expérience très riche me permet d'affirmer que la commission des sanctions a toutes les qualités d'une juridiction. Séparation stricte entre ceux qui enquêtent ou instruisent et ceux qui jugent, respect du contradictoire, délibération collégiale, motivation des décisions. À cela s'ajoute une qualité supplémentaire qui est le panachage de ses membres, lesquels se répartissent entre professionnels d'une part, magistrats judiciaires et administratifs d'autre part. Nous ne bénéficions pas d'une telle diversité à la Cour de cassation, même si ses membres ont pu avoir des expériences variées, et même si un certain nombre de professeurs d'université l'ont rejointe comme conseiller ou comme avocat général. Contrairement à la commission des sanctions, la Cour de cassation ne bénéficiait pas non plus, jusqu'à une période récente, de l'assistance de juristes hautement qualifiés. Ceci est en train de changer puisque nous avons commencé à recruter des juristes assistants qui travailleront au sein même des chambres. Je dois dire que lorsqu'il s'est agi de définir la doctrine d'emploi de ces juristes assistants, j'avais en tête le travail remarquable qu'effectuent les juristes de l'AMF. Mais pour le reste, nos missions sont très proches. Nous devons interpréter et appliquer les règles de droit et ces règles sont de plus en plus complexes, tant pour vous que pour nous. Cette complexité, vous l'avez indiqué, provient notamment d'un enchevêtrement de plus en plus grand entre des règles nationales, y compris constitutionnelles, et des règles européennes. Nous devons aussi motiver nos interprétations et communiquer. Ces questions seront abordées au cours du présent colloque. Elles sont également au cœur des réflexions de la Cour de cassation. Mais sont-elles liées l'une à l'autre? Existe-t-il un lien entre la complexité croissante du droit et le besoin croissant d'une motivation plus approfondie des décisions et d'une communication juridictionnelle plus abondante? Je voudrais tenter de répondre à cette question à partir de l'expérience de la Cour de cassation. Au fur et à mesure que le juge, qu'il soit judiciaire ou administratif, a développé son contrôle des lois au regard des exigences conventionnelles, je parle bien entendu de la Convention européenne des droits de l'homme et du droit de l'Union européenne, même si ce ne sont pas les seules conventions que nous appliquons, la loi a perdu de sa sacralité, puisqu'elle peut être écartée comme non conforme à des règles supérieures. Cette perte de sacralité a été encore accentuée avec l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, et il est d'ailleurs je dois observer que c'est le développement du contrôle de conventionnalité qui a rendu acceptable aux yeux du constituant le contrôle de constitutionnalité a posteriori. La grande différence avec ce qui existait avant, bien entendu, c'est que c'est un contrôle a posteriori. Le Conseil constitutionnel, bien entendu, est le seul à pouvoir décider qu'une loi est inconstitutionnelle, mais les juridictions administratives et judiciaires jouent ici un rôle important puisqu'elles sont chargées de filtrer les QPC. Elles sont donc amenées à interpréter les normes constitutionnelles, de même qu'elles interprètent le droit de l'Union et la Convention européenne des droits de l'homme. Il résulte des jurisprudences tant du Conseil constitutionnel que de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne que ces contrôles sont cumulatifs. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'une loi est jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel qu'elle ne doit pas être écartée si elle est contraire au droit européen. Et dans le sens inverse, le fait pour la Cour de cassation, par exemple, d'avoir jugé qu'une loi était contraire ou conforme à la Convention européenne des droits de l'homme ne la dispense pas de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité si elle estime qu'il y a un doute à cet égard. Pour m'en tenir à un seul exemple, elle l'a fait notamment dans son arrêt du 8 juillet 2020 sur les conditions de détention. Elle a estimé qu'au regard des exigences conventionnelles,
la loi devait prévoir un recours devant le juge en cas de conditions de détention indignes, et elle a elle-même, d'une certaine manière, créé ce recours. On aurait pu penser que, ce faisant, la question de la constitutionnalité de la loi devenait inutile. Néanmoins, elle a posé une QPC et le Conseil constitutionnel lui a dit qu'elle avait raison de l'avoir fait. Dans le sens inverse, au nom du principe de proportionnalité, le Conseil constitutionnel a mis en place un système destiné à permettre une double sanction administrative et pénale dans les cas les plus graves. C'est un sujet qui est familier à la Commission des sanctions. Des avocats ayant contesté la conformité de ce système avec les principes de prévisibilité, de nécessité et de proportionnalité, la Chambre criminelle a posé une question préjudicielle à la Cour de justice dans un arrêt du 21 octobre 2020. Par la mise en œuvre de tous ces contrôles, une juridiction comme la Cour de cassation apparaît de plus en plus comme un contrôleur de la loi. Mais elle apparaît aussi de plus en plus comme ayant un rôle normatif. En effet, le contrôle de la loi par rapport à une norme supérieure ne se fait pas toujours par rapport à une norme très précise qu'il suffirait d'appliquer mécaniquement. Il suppose, pour la Cour de cassation, d'énoncer ou de préciser des principes qui, certes, trouvent leur fondement dans la jurisprudence des cours européennes, mais dont la définition laisse toujours au juge national une certaine marge d'appréciation. Ce rôle normatif fait l'objet de critiques de la part d'un certain nombre d'élus, mais aussi de la part d'universitaires, de juges, d'anciens juges. Il est généralement reproché aux juridictions suprêmes et aux juridictions européennes d'empêcher le législateur de légiférer et le gouvernement de gouverner. Ces juridictions se livreraient à une surenchère dans l'énoncé des droits fondamentaux, surenchère qui conduirait à entraver la démocratie au nom du droit. C'est oublier que le contrôle de la loi par le juge a été voulu par le constituant, qui a institué la QPC et a permis des transferts de compétences au profit de l'Union européenne, et par le législateur, qui a ratifié les conventions internationales, notamment le protocole prévoyant le droit de recours individuel devant la CEDH. Et on sait que c'est depuis que ce protocole est entré en vigueur que la Cour européenne des droits de l'homme rend un certain nombre de décisions, dont certaines constatent que la loi française n'est pas conforme. On peut répondre ça, mais cette réponse n'est pas suffisante. Dès lors qu'une Cour suprême assume son office de créatrice de normes, elle doit renforcer la légitimité de ses décisions à travers leur motivation. C'est ce que nous appelons à la Cour de cassation la motivation enrichie. Dans la figure traditionnelle du syllogisme tel qu'il est pratiqué à la Cour de cassation, la motivation consiste à vérifier que la décision attaquée, c'est-à-dire la mineure du syllogisme, est conforme au principe qui est posé, le principe qui est posé, qui est en général l'interprétation des textes et qui constitue la majeure du syllogisme. La conclusion du syllogisme, c'est la cassation ou le rejet, suivant que la Cour d'appel a méconnu ou a respecté le principe énoncé comme majeur. C'est un type de motivation qui suffit lorsque le principe lui-même n'est pas contesté. Lorsque la discussion porte uniquement sur le point de savoir si la Cour d'appel a respecté le principe, c'est une motivation suffisante. Mais lorsque le principe lui-même est discuté, le fait de dire que la Cour d'appel l'a respecté ne répond pas à l'exigence de motivation. Et c'est en cela qu'intervient la motivation enrichie. La motivation enrichie, c'est celle qui porte sur le principe lui-même, qui va justifier l'interprétation que la Cour de cassation retient de tel ou tel texte. Et c'est ici qu'on retrouve la question de la légitimité. La légitimité de la Cour de cassation vient notamment de ce qu'elle statue après une procédure contradictoire au cours de laquelle tous les arguments ont pu être échangés, après un délibéré entre une dizaine, parfois une vingtaine et parfois même plus de magistrats expérimentés qui dialoguent pendant plusieurs heures sur la base de travaux préparatoires de qualité. La Cour de cassation peut encore renforcer sa légitimité en montrant que ses interprétations s'appuient sur la volonté du législateur, telle que la font apparaître les travaux préparatoires de la loi, ou sur un argument de cohérence entre divers textes, ou encore sur la jurisprudence des juridictions européennes, voire celle d'autres cours suprêmes.
la force d'une interprétation donnée par la Cour de cassation est plus grande si cette interprétation fait l'objet d'un consensus entre plusieurs juridictions suprêmes, nationales ou étrangères. Et c'est pourquoi vous commencez à trouver dans les arrêts de la Cour de cassation, notamment les arrêts d'assemblée plénière, la référence à des arrêts rendus par d'autres cours suprêmes, et récemment, par exemple, la Cour suprême du Royaume-Uni. Ce n'est pas à dire qu'il ne puisse y avoir de divergence, bien entendu, entre la Cour de cassation et les juridictions européennes. La Cour de cassation n'hésite pas à les exprimer lorsqu'elle pose des questions préjudicielles. Elle l'a fait, par exemple, en mettant en cause la jurisprudence de la CJUE sur les travailleurs détachés, ou, pour prendre un exemple qui vous parle plus directement, sur l'utilisation des données de connexion dans les enquêtes relatives aux abus de marché. Cette mise en cause conduit parfois la Cour de justice à infléchir sa jurisprudence. Ce fut le cas pour les travailleurs détachés, parfois pas. Ce fut le cas pour les données de connexion. Mais dans tous les cas, la Cour de cassation respecte la décision de la Cour de justice. Il en va de la pérennité du système pris dans son ensemble. Motiver mieux, c'est essentiel, mais tout le monde ne lit pas spontanément les décisions de la Cour de cassation. C'est pourquoi la communication est importante. Elle doit revêtir plusieurs formes car elle s'adresse à plusieurs publics. Il y a les professionnels du droit, mais il y a aussi les citoyens non juristes, auxquels il est important de montrer que les juridictions dans leur ensemble, et la Cour de cassation en particulier, constituent un élément important de la vie démocratique. C'est une façon de montrer que le droit encadre nos relations sociales, qu'il s'agisse des relations intrafamiliales, des relations sur le lieu de travail, dans les rapports entre un bailleur et son locataire, ou les relations commerciales. Et il est important qu'il en soit ainsi. Le champ des relations couverts par l'autorité des marchés financiers est plus restreint, il n'en est pas moins important. Dans une époque où certains pensent que tout irait mieux sur le plan économique si l'on allégeait les contrôles, il faut rappeler la formule si pertinente d'Alfred Sauvy: pour qu'une voiture puisse rouler vite, il ne suffit pas qu'elle ait un moteur puissant, il faut aussi qu'elle ait des freins. C'est notamment à cela que doit servir la communication. S'adressant à plusieurs publics, elle doit revêtir plusieurs formes. Je l'ai dit, celle des traditionnels communiqués de presse, qui doivent combiner un langage clair et la rigueur de l'information. La réussite, et je sais que la réussite est là aussi pour l'AMF, la communication de l'AMF est extrêmement performante. Cette réussite passe généralement par la collaboration entre un juriste et un professionnel de la communication. Je pense que ces expériences se rejoignent sur ce point entre la commission des sanctions et la Cour de cassation. Aux communiqués de presse qui font part des décisions rendues, nous avons ajouté des communiqués en amont. Non pas pour dire quelles décisions nous allons rendre, évidemment, mais pour dire quels sont les sujets sur lesquels nous allons prochainement statuer et pour en quelque sorte assurer le teasing de nos décisions en suscitant l'envie de les lire. Et je remarque que plus nous avons communiqué en amont, plus nous avons de lecteurs en aval. Mais nous avons aussi d'autres supports. Chaque chambre publie une lettre électronique dans laquelle elle rend compte de ses arrêts les plus récents. Cette lettre se lit à plusieurs niveaux. D'abord, une liste de titres. Le lecteur intéressé clique sur le titre et accède ainsi aux commentaires brefs de la décision, commentaires rédigés en langage courant. S'il clique encore, il accède à l'arrêt, et s'il clique encore, il accède aux travaux préparatoires, le rapport du rapporteur et l'avis de l'avocat général. Et depuis quelques mois, nous publions également une lettre de la Cour elle-même qui rend compte des arrêts d'assemblée plénière et des activités institutionnelles de la Cour, et nous nous apprêtons à publier, en anglais et en français, une lettre internationale qui permettra de mieux faire connaître la Cour à l'étranger. Par ailleurs, la chambre sociale, bientôt la chambre criminelle, ensuite j'espère une troisième chambre, édite des podcasts dans lesquels des membres de la Cour expliquent sa jurisprudence. C'est toujours la même idée, il faut diversifier les supports pour tenir compte des modes de vie actuels. Mais il ne suffit pas de faire part de nos arrêts, il faut aussi montrer comment nous rendons nos décisions, toujours dans le but de mieux asseoir notre légitimité.
C'est l'objet de la motivation enrichie dont j'ai parlé. C'est aussi ce qui nous a conduit à procéder à une captation audiovisuelle de nos audiences que nous diffusons sur Internet en insérant dans les images des éléments d'explication destinés à faire comprendre ce qu'est le rôle d'un rapporteur, ce qu'est le rôle d'un avocat général, ce qu'est le rôle des avocats au cours de l'instance. Bien entendu, nous ne filmons que la partie publique de l'audience, mais je prends soin à chaque fois d'expliquer que cette partie publique n'est que la face émergée d'un travail beaucoup plus profond. Travail délibéré et précédé évidemment de l'élaboration de travaux préparatoires tout à fait importants, et c'est ce qu'il faut que chacun comprenne. C'est dans le même esprit que nous avons tourné de courtes vidéos accessibles sur le site de la Cour qui mettent en lumière les différents métiers de la Cour. Et j'ai été très heureux d'entendre le président Guermin faire part de ce même souci pédagogique auquel je pense maintenant dont chaque juridiction doit tenir compte. Enfin, les innombrables colloques que la Cour organise en partenariat avec l'université et qui sont diffusés sur Internet participent eux aussi à l'image d'une Cour qui réfléchit en permanence sur les évolutions du droit, avec notamment l'aide des universitaires. Je voudrais, pour terminer, mentionner le cas un peu particulier des rencontres que plusieurs chambres organisent régulièrement et qui permettent à des magistrats de la Cour, des universitaires et des avocats au Conseil de faire un retour sur les arrêts récents. C'est un retour très précieux pour les conseillers, puisqu'il leur permet de mieux cerner les évolutions possibles de la jurisprudence. Pour assurer une totale liberté de parole, ces rencontres se déroulent à huis clos, mais cela n'empêche pas que la Cour communique, sinon sur ce qui s'est dit, au moins sur l'existence et l'objet même de ces rencontres. C'est une communication qui est importante en ce qu'elle montre que la Cour de cassation est prête à discuter du bien fondé de sa jurisprudence, qu'elle est en permanence dans cet esprit d'ouverture et consciente de ce que nécessairement la jurisprudence est évolutive. Je vous remercie.